Et si le véritable basculement stratégique du Sahel n'était pas un coup d'État, mais une poignée de main silencieuse? Tandis que les projecteurs des médias restent braqués sur les discours enflammés de Niamey ou Bamako, et que les gros titres ressassent les récits de putsch, d'expulsions d'ambassadeurs et de ruptures spectaculaires, à N'Djamena, il ne s'est rien passé. Ou presque rien. Pas un coup de feu, aucun communiqué dramatique, pas de drapeau abaissé, ni de diplomates escortés à la hâte vers l'aéroport. Juste un geste mesuré, presque anodin, entre le Tchad et l'AES. Une poignée de main qui, pour le regard non averti, pourrait sembler sans conséquence. Mais en géopolitique, ce sont souvent ces moments discrets, invisibles pour la plupart, qui déplacent les lignes de force. Car ce qui se joue aujourd'hui à N'Djamena, ce n'est pas une révolution spectacle, c'est un repositionnement en silence. Un repositionnement bien plus déstabilisateur, selon plusieurs analyses sécuritaires de la région, que les crises bruyantes qui attirent l'attention. Pendant des décennies, la carte stratégique du Sahel ressemblait à un jeu connu d'avance. Quand une crise menaçait, les partenaires occidentaux intervenaient. Quand la pression montait, le Tchad mobilisait. Paris et Washington comptaient sur N'Djamena pour projeter leur influence. Les avions français y trouvaient leur base arrière, les plateformes américaines surveillaient les corridors sahéliens depuis ce centre névralgique. Tchad n'était pas un pays de plus dans la région. Il était la charnière, le verrou, le pare-feu de tout l'édifice sécuritaire occidental en Afrique centrale. Et ce pare-feu, il a tenu bon pendant longtemps. Mais les systèmes ne s'effondrent presque jamais dans le fracas. Ils se fissurent d'abord, en silence, à travers des gestes mesurés, des hésitations calculées. Or, si on se fie à la narration dominante, on voudrait nous faire croire que l'isolement progressif du bloc AES, que le durcissement des sanctions, que l'encerclement géographique suffiront à maintenir l'ordre ancien. Mais si le vrai mouvement se jouait ailleurs? Et si, au lieu d'une rupture brutale, c'était la moindre hésitation de N'Djamena qui bouleversait, en profondeur, l'équilibre régional? Car Tchad, c'est la fermeture éclair qui maintient ensemble l'architecture sécuritaire de toute l'Afrique centrale. Relâchez un peu cette fermeture, et la structure entière s'ouvre. Il n'y a pas besoin de déclarations fracassantes. La simple neutralité, l'ambiguïté stratégique, suffisent à changer la donne. Et de la part d'un acteur jusque-là considéré comme l'exécutant automatique des stratégies occidentales, cette hésitation n'a rien d'anodin. Elle devient une arme, un levier. Ignorer ces signaux, c'est risquer d'être pris de court par un effondrement silencieux des alliances et un basculement des équilibres régionaux. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut poser le regard non sur les commentaires, mais sur la carte elle-même. Voyons ensemble ce que le positionnement du Tchad nous révèle. Depuis des décennies, l'ordre régional reposait sur des automatismes. Mais qui contrôlait vraiment le jeu? Imaginez l'Afrique centrale et le Sahel comme un immense échiquier où chaque case pèse lourd dans l'équilibre du continent. Au centre de ce jeu, il y a le Tchad. Discret, mais incontournable. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut revenir sur le rôle traditionnel du Tchad. Stabilisateur par excellence, pompier, régional et surtout base avancée pour Paris et Washington. Pendant près de 30 ans, le pays a servi de rempart contre les désordres du Sahel, véritable porte-avions immobile pour les opérations occidentales. Ce système, c'était d'abord l'œuvre d'un homme, Idriss Déby. À la tête du Tchad, il incarnait à lui seul la stabilité et la fiabilité aux yeux des puissances occidentales. Paris et Washington voyaient en lui le garant d'un ordre bien huilé, capable de projeter la puissance là où il le fallait, quand il le fallait. En échange de leur soutien, ils attendirent du Tchad qu'il joue le rôle d'enforcer. Ce marteau régional qui frappe les insurrections, qui dissuade les régimes tentés de trop s'éloigner des lignes occidentales, qui maintient la pression sur tout le Sahel. Cette armée tchadienne, souvent la plus aguerrie du voisinage, a été déployée de Bamako à N'Djamena, de la Centrafrique au Mali, toujours en première ligne contre le chaos ambiant. Tant que le Tchad restait arrimé à l'architecture sécuritaire occidentale, c'est tout l'édifice régional qui tenait bon. Les frontières tenaient. Les menaces étaient contenues. Si le feu couvait à l'ouest ou au sud, il y avait toujours le Tchad pour servir de pare-feu.
Mais voilà le piège des systèmes bâtis sur une seule personnalité. Tout repose sur la solidité de l'homme au sommet. En 2021, la mort d'Idriss Déby n'a pas seulement bouleversé le Tchad. Elle a injecté une dose d'incertitude dans une équation jusque-là prévisible. Son fils, Mahamat Déby, hérite d'un trône fragile, d'une armée moins soudée et surtout d'alliances qui ne font plus l'unanimité. Il n'a pas l'autorité incontestée de son père, ni l'aura de père de la stabilité. Le contexte régional, lui, a radicalement changé. Regardez ce qui se passe autour. Au Niger, Mahamat Bazoum, pourtant appuyé par les Occidentaux, a été renversé et placé en résidence surveillée. Au Gabon, c'est la dynastie Bongo, longtemps jugée indéboulonnable, qui s'est effondrée. À Bamako et Ouagadougou, les rues se sont remplies de foules célébrant la souveraineté, applaudissant le départ des forces françaises et réclamant une Afrique qui se regarde d'abord elle-même. Ce mouvement souverainiste ne s'arrête pas aux frontières de ses initiateurs. Il gagne du terrain dans la tête des militaires tchadiens, de la jeunesse, de la société civile. Beaucoup observent avec curiosité, parfois même avec admiration, la trajectoire d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso ou d'Assimi Goïta au Mali. L'ancienne règle qui voulait que le Tchad soit l'éternel pare-feu n'a de sens que si le centre politique tient bon. Si la légitimité s'effrite, alors le mur ne s'effondre pas d'un coup. Il se ramollit, il se fissure. Mahamat Déby a bien compris la fragilité de sa position. S'afficher trop aligné sur l'Occident, c'est s'exposer au rejet intérieur, aux critiques d'une population lassée par la dépendance et la présence militaire étrangère. Mais basculer trop franchement dans le camp souverainiste, c'est risquer l'isolement diplomatique, les représailles économiques, la perte du soutien matériel. Résultat ? Le président tchadien marche sur une crête de plus en plus étroite. C'est ce fragile équilibre qui rend la posture tchadienne si décisive aujourd'hui. Parce que quand le pivot hésite, tout l'échiquier retient son souffle. La neutralité même devient un outil, un levier. Si le Tchad de Déby père incarnait la certitude, le Tchad de Déby fils incarne l'ambiguïté. Et dans la géopolitique du Sahel, l'ambiguïté, c'est de la puissance. Pendant longtemps, tout le monde pensait que le Tchad resterait fidèle au rôle de bras armé de l'Occident. Après le coup d'État au Niger, les observateurs s'attendaient à voir N'Djamena prendre la tête d'une intervention régionale, faire pression sur les putschistes, fermer ses frontières, soutenir les sanctions. Rien de tout cela ne s'est produit. Pas d'escalade, pas de démonstration de force, pas de communiqué triomphal. Le Tchad n'a pas mené la danse. Au contraire, des délégations discrètes se sont mises à circuler entre les capitales. Pas de grandes envolées. Juste des discussions à huis clos, des ajustements subtils, des gestes calculés. C'est là que le basculement s'opère. Les voisins du Tchad, notamment le bloc AES, Mali, Burkina Faso, Niger, ont compris une chose simple. L'isolement est une sentence de mort, sauf si on parvient à le briser. Ils n'ont pas besoin d'un Tchad totalement acquis à leur cause. Il leur suffit d'un Tchad qui refuse d'être instrumentalisé contre eux. Si le plus grand voisin, doté de la meilleure armée, choisit de ne pas agir, alors la ligne de confinement occidentale s'effrite. C'est la force du contournement silencieux. Pas besoin de conquérir, il suffit de neutraliser. Mahamat Déby ne joue pas aux apprentis sorciers. Il connaît les risques de chaque option. Pencher trop à l'ouest, c'est s'aliéner sa propre armée, une jeunesse avide de changement, des officiers fascinés par les succès des capitaines souverainistes. Mais incliner trop vers l'AES, c'est s'exposer à la colère des bailleurs, à la perte d'un soutien vital, à l'hostilité des élites installées. D'où cette stratégie du ni trop peu. Cette prudence n'est pas une faiblesse, c'est une question de survie politique. Et pourtant, chaque geste, chaque silence, chaque main tendue ou rétractée redessine imperceptiblement la carte stratégique de la sous-région. Tant que le Tchad maintenait l'illusion d'un alignement automatique, tout le dispositif occidental tenait en place. Mais aujourd'hui, la gravité politique s'est déplacée. Les bases sont toujours là, les avions restent stationnés, mais l'attraction qui faisait tenir l'ensemble s'est affaiblie.
Et lorsque la gravité change, les structures ne s'effondrent pas d'un coup. Elles s'inclinent. C'est là que commence le vrai pivot. La neutralité, si longtemps considérée comme un simple choix par défaut, devient soudain une arme de négociation. Et si l'alignement automatique disparaît, c'est tout le modèle de projection de puissance occidentale dans la région qui se retrouve remis en question. Mais que se passe-t-il lorsque le pivot commence à hésiter et que la neutralité devient une arme? Quand le rempart ne s'effondre pas, mais se dérobe, tout l'équilibre régional vacille. La plupart des analyses occidentales ont longtemps présenté le bloc AES Mali, Burkina Faso, Niger comme une anomalie isolée, condamnée à l'étouffement sous le poids des sanctions, des condamnations internationales et de l'encerclement diplomatique. La carte officielle montrait un cordon sanitaire, une sorte de quarantaine, autour d'États jugés déviants, avec le Tchad comme pièce maîtresse de ce dispositif. Pourtant, ce sont rarement les ruptures spectaculaires qui font basculer l'histoire. Ce sont les inflexions subtiles, les gestes calculés, les non-dits. C'est exactement ce qui se joue avec le repositionnement discret du Tchad. Au lieu d'être le chien de garde fidèle de l'Alliance occidentale, le Tchad s'est mué en pivot, en arbitre prudent. Son refus de participer à une opération militaire contre le Niger n'a pas fait la une. Et pourtant, ce n'est pas un simple détail. Ce geste, loin d'être une rupture frontale, représente une glissade, un déplacement silencieux mais décisif. La neutralisation du Tchad, même partielle, rouvre soudain un corridor stratégique Est-Ouest à travers la région, brisant le rêve occidental d'un AES totalement encerclé. La logique d'encerclement, si laborieusement construite, se fissure là où on s'y attendait le moins. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, le comprend mieux que quiconque. Il n'a jamais exigé un alignement formel du Tchad. La diplomatie AES ne cherche pas à rallier des partenaires par la force ou par la propagande, mais par la normalisation silencieuse. L'objectif n'est pas d'annexer, mais d'empêcher le Tchad d'être utilisé comme levier contre le bloc. Pour l'AES, la survie passe par la rupture de leur isolement psychologique aussi bien que matériel. Et voir le Tchad basculer dans la neutralité, même ambiguë, c'est déjà fracturer le dispositif adverse. Pour comprendre la portée stratégique de ce glissement, il faut revenir à ce qui faisait la force du containment occidental, l'automaticité. Dès qu'une crise éclatait, le Tchad répondait présent, verrouillait ses frontières, projetait ses forces spéciales et stabilisait le flanc nord du Cameroun tout en protégeant les intérêts français. C'est ce rôle de renforcer qui garantissait l'imperméabilité du dispositif. Mais que se passe-t-il si le Tchad n'applique plus systématiquement ce schéma? Si, au lieu de s'opposer frontalement à ses voisins AES, il choisit la prudence, la temporisation, voire la coopération ponctuelle. Ce repositionnement n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie de survie pour Mahamat Déby. S'il s'aligne trop ouvertement sur l'Occident, il s'expose à la défiance des officiers sensibles au discours souverainiste et à la colère d'une population lassée de voir son pays servir de base arrière à des opérations étrangères. À l'inverse, un virage trop marqué vers le bloc AES l'exposerait à un isolement financier, à des représailles diplomatiques et à une déstabilisation orchestrée par des élites qui tiennent encore la machine économique. Déby choisit donc la voie médiane. Il ménage ses marges de manœuvre, il affiche une autonomie relative, il ne ferme aucune porte, mais il ne referme plus le verrou régional. Ce basculement subtilement négocié a des conséquences profondes. D'abord, la frontière psychologique de l'encerclement AES s'estompe. L'idée même d'un isolement inéluctable recule, et avec elle, la pression qui pesait sur les dirigeants du Mali, du Burkina ou du Niger. La normalisation, même silencieuse, est beaucoup plus difficile à contrer que la rébellion ouverte. Cela fragilise le modèle sur lequel reposait toute la projection de puissance occidentale en Afrique centrale, l'alignement automatique des alliés. Un autre effet, tout aussi crucial, est la redistribution des incitations chez tous les acteurs régionaux. Pour les puissances occidentales, le Tchad n'est plus une garantie. Pour les États voisins, il devient un pont potentiel vers une redéfinition de l'ordre régional. Pour Déby lui-même, la neutralité est un bouclier autant qu'un levier.
Elle donne du crédit auprès des courants panafricanistes et ménage une certaine paix sociale en interne, tout en maintenant de précieux canaux ouverts vers Paris, Washington ou Bruxelles. Mais derrière cette recomposition, le risque est majeur. Si le Tchad cesse de jouer son rôle d'enforcé, c'est toute la ligne de containment qui s'effrite. L'influence occidentale devient soudain incertaine, soumise à la volatilité des équilibres locaux et à l'imprévisibilité des alliances. Les routes économiques stratégiques, pipelines, corridors miniers, axes de transit, se trouvent exposées à de nouveaux rapports de force, parfois en contradiction directe avec les intérêts français ou américains. La sécurité des investissements, la gestion des flux migratoires, la lutte contre les groupes armés. Toutes ces dynamiques deviennent plus complexes, plus fragiles, plus contestées. Et dans cette nouvelle donne, les acteurs régionaux observent, évaluent, recalibrent. Les officiers camerounais, par exemple, voient la position de Déby évoluer. Ils constatent que la solidarité automatique n'est plus la norme. Ils commencent à douter de la fiabilité d'un soutien tchadien en cas de crise majeure au nord, là où la menace de Boko Haram est toujours présente. Cette perception, plus que n'importe quelle annonce officielle, sape la confiance, érode la stabilité et ouvre la porte à des ambitions nouvelles, à des discours alternatifs, à des revirements inattendus. Car le pivot tchadien ne se limite pas à une question de politique étrangère. Il redessine la carte mentale de la région. Il envoie le message que l'alignement n'est plus une fatalité, qu'il est possible de jouer sur plusieurs tableaux, de survivre à l'isolement, d'exister sans se soumettre. C'est ce récit, plus encore que la réalité militaire ou diplomatique, qui menace de rendre obsolète le vieux modèle de stabilité imposé. Mais cette onde de choc ne s'arrête pas à la frontière tchadienne. Qui sera le prochain domino? Un changement de posture à N'Djamena, et c'est Yaoundé qui commence à trembler. On pourrait croire que la crise tchadienne se limite à ses propres frontières, ou bien qu'elle ne concerne que les habituels jeux d'influence entre grandes puissances. Mais en réalité, la moindre inflexion du Tchad bouleverse tout l'équilibre de l'Afrique centrale, surtout au Cameroun, où la stabilité dépend depuis des années d'une mécanique bien huilée entre les deux pays. Pour comprendre, il faut revenir à la coopération sécuritaire entre le Cameroun et le Tchad, ce fameux pacte tacite qui servait jusqu'ici de bouclier contre la menace de Boko Haram. C'était presque automatique. Dès que la sécurité au nord du Cameroun vacillait, les troupes tchadiennes se déployaient, coordonnées avec la force multinationale, sous l'œil prudent et le financement des partenaires occidentaux. C'était une évidence stratégique, un pilier sur lequel reposait toute la stabilité de la région. Mais ce pilier devient aujourd'hui vacillant. Le Niger a déjà expulsé les forces françaises et américaines. Le Nigeria, lui, est pris dans un tourbillon de crises internes, entre économie en berne et instabilité politique. Et voilà que le Tchad, considéré comme l'allié militaire le plus fiable du dispositif, commence à réévaluer ses priorités. Ce n'est pas un retrait officiel, ni une rupture spectaculaire. Juste une attention qui se déplace, des gestes qui trahissent un début de désengagement. Ce glissement est lourd de conséquences pour le Cameroun. Car derrière la façade d'un État fort, Yaoundé est plus fragile qu'il n'y paraît. Le président Paul Biya s'approche du centenaire, les absences prolongées du pouvoir alimentent les rumeurs de succession. À l'ouest, la crise séparatiste gronde, avec son lot d'affrontements et de frustrations économiques. Et dans ce contexte, la stabilité du Nord repose plus que jamais sur le soutien tacite du Tchad. Mais le vrai risque, ce n'est pas une invasion tchadienne du Cameroun, c'est le vide. Parce qu'en Afrique centrale comme au Sahel, chaque fois qu'un vide sécuritaire apparaît, deux forces s'engouffrent aussitôt, les groupes armés insurgés et les révolutionnaires, porteurs de nouvelles revendications. Le dispositif de sécurité créé pour contenir Boko Haram dépendait avant tout d'une dynamique collective, coordonnée et surtout d'un Tchad pleinement engagé. Si cet automatisme s'érode, la frontière nord du Cameroun devient poreuse, vulnérable. Même sans rupture formelle, la simple hésitation du Tchad provoque un frémissement dans toute la chaîne de commandement camerounaise. Ajoutez à cela la dimension psychologique. Les jeunes officiers camerounais regardent vers le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ils voient des militaires remettre en cause des décennies d'alignement automatique,
capter l'appui populaire avec un discours de souveraineté retrouvée. Ils observent aussi la posture ambiguë du Tchad, qui montre qu'on peut négocier, temporiser, ne plus se soumettre à la logique binaire, allié ou adversaire de l'Occident. Ce changement d'état d'esprit, ce contagion-effect, traverse les frontières. Ce n'est plus l'idée de la rupture spectaculaire qui séduit, mais la possibilité d'une recomposition par à-coups, négociée, pragmatique. Reste un levier stratégique majeur, le pipeline Tchad-Cameroun. Ce n'est pas qu'une question d'énergie, c'est un outil de pression politique. Le pétrole tchadien traverse le Cameroun pour rejoindre le port de Kribi, reliant l'interland sahélien à l'océan Atlantique. Si jamais le Tchad priorise la coopération avec le bloc AES, Mali, Burkina Faso, Niger, il peut, sans même couper le flux, rendre Yaoundé vulnérable, isoler le Cameroun sur la scène régionale et priver les partenaires occidentaux d'un accès stable à cette artère énergétique vitale. Pour les stratèges occidentaux, c'est la pire des perspectives. Pas un effet domino soudain, pas une explosion de violence qui appellerait une intervention musclée, mais plutôt une lente érosion des certitudes. Un Cameroun qui doute, qui hésite, qui commence à hedger, à diversifier ses alliances, à regarder ailleurs, à penser ses intérêts en dehors du parapluie français ou américain. C'est le scénario cauchemardesque. Si le Cameroun vacille, tout l'ancrage de la France en Afrique centrale, l'accès aux ressources, la maîtrise du golfe de Guinée, tout cela devient incertain. On sous-estime souvent ce que représente le Cameroun dans l'architecture régionale. Ce pays sert de porte d'entrée logistique et militaire vers l'Afrique centrale, ancre les infrastructures pétrolières du Tchad et du secteur côtier, et offre une profondeur stratégique sans équivalent entre Sahel et océan. Si Yaoundé bascule ou s'affaiblit, ce n'est pas seulement une crise régionale, c'est tout un pan du dispositif occidental qui bascule. L'accès aux ressources, la circulation des capitaux, la possibilité de projeter de la puissance à partir de bases stables. Il faut aussi le dire clairement. Le danger, pour l'Occident, n'est plus tant la rébellion ouverte que cette perte progressive de contrôle, la discrète recomposition des alliances qui rend tout le système hérité de la France-Afrique obsolète. Et c'est là le cœur du basculement tchadien. Il ne s'agit pas pour N'Djamena de claquer la porte, mais d'introduire de l'ambiguïté dans un système qui ne fonctionnait que parce qu'il reposait sur la prévisibilité. Dès lors, les décideurs occidentaux se retrouvent pris au piège. Sanctionner le Tchad, au risque de précipiter sa bascule vers le camp souverainiste, ou tolérer ses ambiguïtés et voir leur propre crédibilité fondre à vue d'œil. Dans cet espace d'indécision, le Tchad gagne en marge de manœuvre, et le Cameroun se retrouve plus isolé que jamais. Mais la région n'est plus un simple jeu à deux bandes. Une autre force silencieuse s'insinue dans le jeu, la Russie. Comment ce nouvel acteur bouleverse-t-il les équations? C'est ce qu'on va découvrir dans la prochaine partie. Le Kremlin n'a pas besoin de drapeau, il lui suffit de la possibilité. Aujourd'hui, c'est exactement ce que joue la Russie en Afrique centrale. Regardez la carte. L'Africa Corps, qu'on connaissait autrefois sous le nom de Wagner, a déjà pris racine au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique. Le dernier maillon, celui qui manque pour relier tout ce corridor stratégique du nord au sud, c'est le Tchad. Si N'Djamena bascule, ne serait-ce que partiellement, c'est tout l'équilibre logistique de la région qui s'en trouve bouleversé. Moscou n'a même pas besoin de poser officiellement le pied au Tchad. La simple perspective suffit à créer de la nervosité à Paris et à Washington. Mahamat Déby a parfaitement compris cette réalité. Il n'a pas besoin d'inviter ouvertement les Russes. Quelques rencontres avec des officiels, une poignée de discussions exploratoires, des gestes diplomatiques symboliques, et la tension monte déjà dans les capitales occidentales. Ce jeu d'ambiguïté est son levier. Il sait que la France, après avoir été poussée vers la sortie ailleurs au Sahel, ne peut pas se permettre de perdre ses bases de drones ou son accès stratégique au Tchad. Les États-Unis non plus ne veulent pas voir leur influence s'éroder encore. Alors, Déby agite la carte russe, mais sans jamais s'engager totalement. Il suggère une ouverture, il brandit le risque, mais il ne franchit pas le pas. C'est de la stratégie à l'état pur, ménager la chèvre et le chou, créer de l'incertitude,
obliger l'Occident à calculer ses moindres gestes. Pour les puissances occidentales, c'est le dilemme parfait. Sanctionner trop durement le Tchad pour son glissement vers l'AES ou son déficit démocratique, c'est courir le risque de le précipiter dans les bras de Moscou. Mais fermer les yeux, continuer de soutenir le régime tchadien alors même qu'on condamne les putschs ailleurs, c'est alimenter le discours de l'hypocrisie et renforcer la rhétorique souverainiste des voisins. C'est une vraie impasse, agir et perdre, laisser faire et s'affaiblir. Mais ce n'est pas qu'un jeu externe. Il faut aussi observer ce qui se passe à l'intérieur de l'armée tchadienne. On imagine souvent ces institutions comme des blocs monolithiques. Or, au Tchad, la réalité est bien plus complexe. L'armée est traversée par des clivages tribaux, des générations qui ne partagent pas la même vision, et tout un vivier de jeunes officiers qui scrutent de près les changements régionaux. Ils ont vu leurs homologues au Mali et au Burkina Faso renverser l'ordre établi au nom de la souveraineté nationale, séduisant une partie de la société. Pour Déby, il ne s'agit pas seulement de surveiller la pression internationale, mais aussi de maîtriser ses propres rangs. S'il apparaît trop aligné sur l'Occident, il risque l'instabilité interne, voire un coup de palais silencieux. S'il s'ouvre à l'AES, il montre une autonomie qui l'immunise temporairement contre les ambitions de ces jeunes loups. Ici, la politique de survie prime sur la cohérence idéologique. L'ambiguïté devient une assurance-vie. Traoré et ses alliés de l'AES l'ont parfaitement compris. Ils n'exigent pas que le Tchad bascule du jour au lendemain. L'essentiel, c'est l'affaiblissement progressif des leviers occidentaux. Moins de partage de renseignements, moins de coordination aérienne, moins d'accès privilégié aux infrastructures critiques. Plus le Sahel devient opaque pour l'Occident, plus il devient maîtrisable pour les acteurs locaux et leurs partenaires non occidentaux. L'opacité, c'est le nouveau pouvoir. Plus personne ne sait exactement ce qui se passe, et c'est là que l'avantage change de camp. Prenons un instant pour mesurer les conséquences concrètes de ce glissement. D'abord, l'accès stratégique aux ressources. Le pétrole tchadien et la logistique régionale deviennent l'objet de négociations, plus de garanties automatiques. Ensuite, la logistique militaire, la projection de puissance, autrefois évidente pour la France ou les États-Unis, devient incertaine. Chaque étape logistique, chaque couloir aérien, chaque base militaire doit être renégociée, sous la menace constante de basculement. Enfin, la réputation et la sécurité des États. Plus d'ambiguïté, c'est plus d'incertitude pour les investisseurs, pour les diplomates, pour tous ceux qui dépendent d'un ordre prévisible. Ce qui se dessine aujourd'hui, c'est l'émergence d'une ceinture de souveraineté négociatrice. Une alliance informelle, fluctuante, qui refuse l'alignement automatique et impose ses propres termes pour l'accès aux ressources clés. L'ordre multipolaire n'est plus une théorie. Il se construit dans les interstices, dans les silences, dans les petits gestes qui, mis bout à bout, changent la donne régionale. La carte stratégique de l'Afrique centrale est en train de se redessiner, non pas au son des bottes, mais dans l'ombre des négociations et des non-dits. Pour les puissances occidentales, le plus grand risque, c'est de voir leur accès aux ressources vitales se rétrécir, leur position stratégique fragilisée et une dynamique d'incertitude s'installer durablement. Pour les acteurs locaux, cet espace de manœuvre est une chance, mais il s'accompagne aussi d'un risque de fragmentation et de turbulences internes. Alors, à quoi faut-il s'attendre dans les mois à venir? 3 scénarios se dessinent à l'horizon. Quelles leçons en tirer pour anticiper les prochaines secousses? C'est ce qu'on va décrypter tout de suite. L'histoire ne s'écrit pas dans les déclarations officielles, mais dans les gestes discrets. Serez-vous capable de lire la carte? Ce que nous venons de décrypter ne relève pas d'un scénario hypothétique ou d'une spéculation académique. C'est le quotidien stratégique de l'Afrique centrale qui se joue là, parfois à huis clos, parfois dans l'ombre d'un tarmac ou au détour d'un accord énergétique passé sous silence. Le Tchad n'a pas eu besoin de grandes proclamations pour rebattre les cartes. Quelques gestes, un réajustement prudent, une poignée de main à N'Djamena ou un vol militaire qui atterrit sans la fanfare habituelle. Individuellement, ces actes semblent anecdotiques. Collectivement, ils déplacent le centre de gravité. Nous assistons à une érosion silencieuse du modèle d'alignement automatique qui, pendant des décennies, a servi de colonne vertébrale à la stabilité apparente de la région.
Le système où, face à chaque trouble ou transition, la réponse coulait de source, alignement occidental, intervention rapide, maintien du statu quo, ce système est en train de perdre ses fondations. Ce n'est pas une rupture violente, ce n'est pas un coup d'État retentissant, mais une reconfiguration profonde, presque administrative, du jeu d'influence. Et c'est là le piège. Si l'on se contente d'observer les grands titres, les communiqués, ou de guetter la prochaine crise spectaculaire, on rate l'essentiel. Les véritables points de bascule ne font pas de bruit. Ils prennent la forme d'une coopération militaire qui se passe d'observateurs étrangers, d'échanges monétaires qui s'essayent hors du CFA, d'un pipeline protégé par de nouveaux accords. Ils s'expriment dans la capacité d'un État, comme le Tchad, à négocier, à hésiter, à s'ouvrir à d'autres alliances, au lieu de suivre la route tracée depuis Paris ou Washington. Le corridor Sahel, dont la presse occidentale parle tant, ce théâtre d'opérations dont la France et ses alliés étaient autrefois les chefs d'orchestre, pourrait s'évaporer en quelques semaines si la bascule tchadienne se confirmait. L'accès militaire, les réseaux de renseignement, l'influence politique, rien de tout cela n'est gravé dans le marbre. Et c'est justement la plausibilité de ce scénario, et non sa certitude, qui force aujourd'hui tous les acteurs à recalculer leur stratégie. Regardons ce qui se joue au Cameroun, par exemple. Si la succession de Paul Biya tourne à la crise ou à la fragmentation, si le nord du pays s'embrase, la réaction du Tchad ne sera plus automatique. Interviendra-t-il au service du statu quo pro-occidental, ou choisira-t-il de soutenir une dynamique souverainiste? Cette seule ambiguïté change la donne. Elle oblige tous les partenaires, des puissances étrangères aux investisseurs, à composer avec une incertitude radicale sur le devenir de la région, de la sécurité des routes pétrolières à la stabilité des monnaies. Car le Tchad, à lui seul, incarne un point de bascule. État pétrolier, puissance militaire, pivot diplomatique entre le Sahel et l'Afrique centrale. Son ouverture, même partielle, au bloc AES, résonne comme un séisme dans l'écosystème du franc CFA et dans la capacité de la France à peser sur les choix économiques de la région. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, le Tchad discutant sérieusement d'une alternative monétaire avec ses nouveaux partenaires. Ce ne serait pas une simple évolution, mais une onde de choc dont Paris sentirait la secousse jusque dans ses équilibres financiers. La réalité, c'est que l'Afrique centrale n'avance plus selon des rapports figés. Les jeunes officiers, les nouveaux décideurs, ne veulent plus hériter de logiques d'alignement automatique. Ils préfèrent négocier, composer et s'adapter à un environnement multipolaire où chaque alliance, chaque partenariat doit être renégocié sur la base d'intérêts tangibles. Cela ne veut pas dire que les risques disparaissent, au contraire, ils s'accroissent. La marge d'erreur se rétrécit. Les calculs deviennent plus complexes, les incertitudes plus lourdes de conséquences. Pour les puissances occidentales, ignorer cette reconfiguration silencieuse reviendrait à perdre tout levier sur l'avenir du continent. Les routes du pétrole, les contrats miniers, les corridors stratégiques, rien ne sera plus garanti. Les investisseurs devront revoir leur grille d'analyse, apprendre à lire entre les lignes, à anticiper non plus les ruptures, mais les glissements progressifs. Et pour les citoyens concernés, cette transformation implique un rapport nouveau à la souveraineté, aux enjeux de sécurité et à la capacité de leur État à défendre ses propres intérêts sur la scène internationale. Voilà pourquoi comprendre cette nouvelle donne n'est plus une option. Il ne s'agit plus de choisir un camp ou de parier sur une issue. Il s'agit de s'armer d'une lucidité stratégique, de décrypter les signaux faibles, de repenser nos propres réflexes d'analyse. Car l'histoire ne prévient pas avant de tourner. Elle s'infiltre dans les interstices d'une réunion, dans la signature discrète d'un partenariat, dans la lente érosion d'un accès logistique. Un jour, vous vous réveillez et la carte a changé. À l'heure où l'Afrique centrale redessine ses alliances, où l'ordre multipolaire s'écrit en pointillés, la question n'est plus de savoir si le Tchad basculera définitivement, mais qui saura, à temps, lire cette carte nouvelle et s'y adapter. Car ceux qui persistent à vivre dans l'ancien monde risquent de se réveiller sans levier, sans visibilité et sans voix. Comprendre, anticiper, agir.
c'est le prix à payer pour ne pas être relégué au rang de spectateur de l'histoire.